Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est un côté qu'on aime moins. Ça me fait surtout plaisir d'être là ce matin en tant que première présentatrice, parce que souvent, quand on travaille sur les racines, les gens ou les colocs qui ne savent pas nous mettre, donc ils nous placent en dernier dans un petit coin où il ne reste plus grand monde pour venir nous écouter. Donc, je vous présente l'équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet-là. Donc, moi-même, Annie Desrochers, professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais quand on fait le trajet de Amos, où je suis localisée, jusqu'au lac Saint-Jean, on se rend compte que finalement notre forêt est pas mal pareille. Surtout notre forêt d'épinettes noires. Cornelia Krause et Daniel Laure, qui sont professeurs à l'UQAC. Nelson Tifo, qui est chercheur à la direction de la recherche forestière, et Jean-Pierre Girard, qui est au ministère ici au Saguenay. Notre partenaire était Barrette Chappet. Et les étudiants qui ont travaillé sur le projet, Richard Lorrain, qui a terminé sa maîtrise l'année dernière à l'UQAC, Clémentine Pernaud, qui est au doctorat à l'UQAT, et qui n'a pas terminé. Donc, je vais vous présenter son projet, tous les aspects de son projet, quelques petits résultats préliminaires, mais l'ensemble où on n'a pas de résultats quand même. Marie Larchevêque qui a travaillé sur une petite partie du projet, et Émilie Taroux qui va faire la deuxième présentation qui est ici, qui va faire la deuxième partie de la présentation sur la partie sur laquelle elle a travaillé. Je ne sais pas si l'éclairage est pas super. Donc, habituellement, c'est quand même assez connu que le succès d'une plantation, pour que la plantation soit productive, il faut que les plants s'établissent rapidement et qu'ils commencent à pousser vite dès la première année qu'on les plante. Ça parce que pour éviter, premièrement, que le site soit envahi par les mauvaises herbes, la compétition, ensuite qu'on doit faire des traitements, que la croissance des plants soit supprimée et que la mortalité soit trop élevée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un plant va s'établir rapidement en plantation? C'est principalement par sa capacité à absorber l'eau rapidement. Et comment le plant va faire pour absorber l'eau rapidement? Il faut qu'il forme de nouvelles racines. Donc, je vous ai mis ici des plants à racines nues ordinaires. Puis souvent, ce n'est pas ces racines-là qui vont être les plus efficaces pour aller capter l'eau et les nutriments. C'est vraiment les nouvelles racines, les petites racines fines blanches qui vont absorber l'eau, qui vont être produites après la mise en terre. Au niveau des nouvelles, pour l'établissement de nouvelles racines chez l'épinette noire, c'est particulier parce que c'est une espèce d'arbre qui forme des racines adventives. Donc, on sait maintenant depuis quand même plusieurs années que le système racinaire de l'épinette noire mature, ce sont exclusivement des racines adventives ou presque. Donc, qu'est-ce que c'est une racine adventive? C'est une racine qui va se former sur la tige de l'arbre. Donc, si il y a un plant qui se forme, la tige va aller par en haut, les racines par en bas. C'est pas les racines initiales qu'on appelle qui vont se développer, c'est vraiment les racines adventives qui vont se développer sur la tige. Je vous ai juste mis quelques photos pour vous montrer comment on a déterminé ça. C'est facile en coupant les racines principales de faire tomber les souches comme ça. On les récolte et en les coupant avec une scie portative, on peut faire plusieurs petites sections où on va, en suivant la tige, aller déterminer l'endroit du collet. Donc, c'est où que la graine avait germé ou pour déterminer c'est quel genre de racine. Donc, comment on fait? On sait que la structure d'une tige, ça a une moelle au centre, tandis que les racines, ça n'a pas de moelle. Donc, en suivant comme ça chacune de nos sections de souche, on est capable d'aller chercher où est la zone du collet. Puis comme je vous le montre sur la photo ici, souvent, le collet, on ne le trouve pas dans les arbres matures parce que le système racinaire initial ne s'est pas développé. Donc, toutes les racines des arbres matures, ce sont toutes des racines qui ont poussé sur la tige, donc toutes des racines adventives. Connaissant ce fait-là, ça, c'est mes études de maîtrise que j'ai fait à l'UQAC, donc dans la réserve faunique Ashwaubenon, où j'ai déterminé la croissance en hauteur des épinettes noires sur un site assez riche, avec pas de matière organique, où on a vu que l'établissement de ce système racinaire adventif-là est assez long. Donc ici, on peut voir que ça a pris une quinzaine d'années avant que l'arbre, en fait, commence à pousser en hauteur. Donc ça a pris beaucoup de temps avec que les racines s'établissent. Puis, étant donné que c'est des racines qui poussent sur la tige, bien, ça, c'est la portion de tige ici, sur ces 15 années-là, qui sont enfouies dans le bois de tige. Donc, l'arbre, en fait, pousse pas vraiment en hauteur. Et souvent, on va voir que les plants vont ramper au sol pour former ces racines-là. Donc,
question-problème, c'est est-ce qu'on peut accélérer le développement de la formation de ce système racinaire adventif-là, puis si le système racinaire se développe de façon plus rapide, est-ce que ça va faire que les plants vont pousser plus rapidement au moment où on va les mettre en terre? En serre, on a vu que c'est très facile de produire des racines adventives sur des plants d'épinette noire. Il suffit simplement que la base de la tige soit en contact avec le milieu humide ou avec le sol. Puis, très rapidement, dès les premières années, les racines vont se former sur la tige comme ça. On se demande aussi, je vous ai mis une photo, si les problèmes de gauchissement lorsqu'on produit les plants, est-ce que ce serait pas dû au fait que l'arbre, en fait, cherche à mettre la base de sa tige en contact avec le sol pour pouvoir former des racines. Donc, est-ce qu'on peut accélérer la formation du système racinaire adventif? Et si ces racines-là se développent plus rapidement, parce qu'on sait que si, par exemple, on enterre la base des plants, les racines vont se former plus rapidement, est-ce que ça va faire que, finalement, les plants vont pousser plus vite en plantation? Puis là, à l'intérieur de ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des dispositifs à moyen terme, donc sur plus que 15 ans plus tard après la plantation. Ça, ce qui était très intéressant parce que c'est rare en recherche qu'on peut bénéficier de dispositifs comme ça, parce qu'on a vu à court terme, sur des études en serre, où on avait déterminé que finalement, des plants avec racines adventives ou sans racines adventives, il n'y avait pas vraiment d'effet à court terme sur la croissance des plants. Mais sur le terrain, à court terme aussi, où les conditions de croissance sont plus difficiles, il y a plus de chaleur, de sécheresse, qu'il semblait que oui, ça pourrait leur apporter un avantage de croissance. Donc, on a pris avantage de ce dispositif-là à long terme. Et en deuxième lieu, est-ce que les racines adventives procurent un avantage physiologique aux plants? Donc, si les plants ont plus de racines adventives, est-ce que ça va faire que leurs racines vont se déployer plus efficacement? Parce que c'est des racines qui se font sur la tige, sont très en surface, ont peut-être plus accès aux éléments nutritifs, etc. Est-ce que ces racines-là sont plus efficaces contre la compétition, par exemple, à capter l'eau et les minéraux dans le sol? Donc, l'objectif général de notre projet, c'était de comprendre la physiologie d'établissement de l'épinette noire en plantation en lien avec la mise en place de son système racinaire adventif et plus particulièrement, quelle est l'importance du système racinaire adventif par rapport au système racinaire initial. Donc, est-ce que les deux types de racines sont équivalents ou c'est simplement parce que les plants font des racines adventives, c'est pas automatiquement que ce sont des meilleures racines. Donc, on voulait tester les deux types de racines. Deuxièmement, est-ce que l'effet de la nature de différents microcytes de plantation, quel est l'effet des différents microcytes de plantation sur la formation du système racinaire? Donc, si on plante en milieu en substrat minéral ou dans l'hémocytinacée ou dans la sphinge, est-ce qu'il y a une différence sur la formation des racines adventives? Et troisièmement, quelle est l'influence de la profondeur de plantation sur la formation du système racinaire adventif et sur la croissance à moyen terme? Donc, la première partie, l'importance du système racinaire adventif par rapport au système racinaire initial. Donc, c'est le projet de thèse de Clémentine Pernaut, sous ma direction, celle de Nelson Tifo et avec la collaboration de Jean-Pierre Girard. Donc, sur cette partie-là, le premier aspect qu'on voulait voir, c'est est-ce que le fait d'avoir des racines adventives, ça procure un avantage aux plants par rapport à la végétation compétitrice et au type de site. Donc, dans ce projet-là, dans cette partie-là, on a testé 3 types de plants. Des plants conventionnels, des plants qui avaient été pré-enfouis en pépinière pour produire à l'avance des racines adventives, et on a comparé ça à des plants racineux. Sur 5 types de sites, donc 2 sites agricoles, ça c'est à la pépinière de Normandin, un sur sol labouré, donc un site sans compétition et riche, un site en friche, donc avec beaucoup de compétition herbacée, et en milieu forestier, un sur sol minéral, un avec la compétition ricacée, et un troisième avec des sphaignes. Et on a, à la deuxième année, vous allez voir, on a mis de l'engrais, de l'azote marqué pour voir quel type de plant avait plus de facilité à aller chercher cet azote-là. Donc, voici une photo des 3 types de plants. Donc, le plant conventionnel, le plant qui avait été enfoui en pépinière, donc la carotte initiale avec les racines adventives, et le plant racine nue. Vous pouvez voir sur le plant racine nue produit en pépinière aussi qu'il y a déjà aussi quelques racines adventives qui sont produites.
Donc, sur chaque type de site avec les deux fertilisations azotées, donc avec avec l'azote marqué, comparativement à sans azote marqué, on a mis 10 types 10 pseudo-réplicas en fait de plants. Donc, ça, c'est des photos des sites agricoles. En haut, vous avez le site qui avait été élaboré, donc pas beaucoup de compétition. Et en bas, c'est la friche herbacée où on voit à peine les plants qui sont pris dans la compétition. Les sites forestiers, c'est un site à l'est de Chibougamau. Donc, c'est un site ordinaire qui est rapidement envahi par le Kalmia. Donc, dans ce site-là, on avait des microsites seulement sur sol minéral, dans le Kalmia et sur Sphaigne. Donc, au printemps, les plants ont été plantés en 2011. Au printemps 2012, on a, sur un carré de 1 mètre par 1 mètre, on a utilisé l'azote marqué pour pouvoir retracer quel type de plant avait absorbé l'azote le mieux. Et à l'automne, on a mesuré la croissance donc après 2 ans et on a aussi déterré les plants pour mesurer le développement des racines. Donc, des résultats très, très, très préliminaires de la première année de croissance. En fait, on remarque que finalement, les plants contenants n'avaient pas vraiment... il n'y avait pas de différence, ils n'avaient pas vraiment poussé, moins bien poussé que les plants à racinus, surtout sur sites agricoles labourés où les plants racinus avaient clairement un avantage sur les autres plants pour la croissance en hauteur et en diamètre. Pour le ratio tige-racine, donc ça c'est un critère qu'on mesure souvent pour les plants qu'on reboise parce que plus ce ratio-là est élevé, souvent les plants pépinières, étant donné qu'ils sont très bien entretenus, souvent ils vont développer trop de tiges par rapport à leurs racines, puis ça fait des plants faibles quand on les plante en plantation. Donc plus la racine est faible, mieux c'est normalement. Puis on peut voir que les plants racineux dans ce cas-là, dans les sites où il y avait de la compétition, étaient moins bien équipés parce qu'ils avaient produit moins de racines. Donc on pense que les racines sont plus affectées par la compétition sur les plants racineux que les plants caissettes. Mais comme je vous dis, les résultats sont encore à venir pour cette partie-là. Donc, en conclusion préliminaire, à court terme, on n'a pas vraiment vu de différence entre les plants conventionnels ou les plants enfouis avec racines adventives et que les plants racineux avaient une meilleure croissance sur les sols labourés sans compétition, alors qu'ils étaient plus sensibles à la compétition. La deuxième partie du projet de Clémentine s'est déroulée en serre, où là, on voulait voir l'importance du système racinaire adventif par rapport au système racinaire initial pour la croissance et la physiologie de l'épinette noire. Donc, encore une fois, on avait là nos 3 types de plants, les plants conventionnels sans racines adventives, les plants enfouis avec racines et les plants racineux. Et dans cette étude-là, on a utilisé un niveau d'humidité à 100%, donc pleine humidité ou pas inondée, là, mais je veux dire l'humidité qu'il faut, et des conditions de sécheresse avec ou sans engrais, pour voir quel type de plant peut dealer avec ces facteurs-là. Et on a mesuré la croissance, le diamètre, les ratios de tige-racine, la photosynthèse et la consistance hydraulique. On a aussi utilisé un système de double pot où là, on a été capable de séparer dans un système de pot différent les racines adventives des racines initiales pour pouvoir tester l'effet des différents traitements sur chacun des 2 types de racines. Vous voyez que les racines adventives sont contenues dans un petit contenant où l'eau peut s'écouler, donc on peut traiter séparément les 2 types de racines. Donc, ce qu'on a fait, soit on a mis de l'engrais pour seulement les racines adventives ou seulement pour les racines initiales, et la même chose pour l'eau, seulement pour les racines initiales ou pour les racines adventives. On a fait toutes les combinaisons possibles de ces 2 traitements-là sur les 2 types de racines. Cette expérience-là est terminée, mais on n'a pas encore les analyses. Donc, ici, vous voyez ce à quoi ça a l'air en réalité. Donc, vous voyez ici que les racines adventives sont prises dans ce contenant-là. Les racines initiales qui ont par la suite été plantées dans un pot un peu plus gros pour pouvoir établir le dispositif expérimental. La troisième partie de ce projet-là, c'était pour voir comment les racines adventives versus les racines initiales colonisent le milieu de culture. La vitesse de croissance et la dispersion de ces racines-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore une fois utilisé nos 3 types de plants sur 2 saisons de croissance. Et là, on les a fait pousser dans des pots.
Et après 2 saisons de croissance, on a mis de la gélose dans la terre pour pouvoir séparer le pot en différentes galettes d'1 centimètre pour pouvoir étudier comment les racines se sont dispersées à l'intérieur du pot. Et finalement, la quatrième partie du projet, c'était de voir s'il y avait des différences morphologiques ou anatomiques pouvant expliquer la prédominance du système racinaire adventif chez l'épinette noire mature. Donc, qu'est-ce que anatomiquement fait que l'épinette noire préfère utiliser plus ces racines-là? Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, dans la grosseur des vaisseaux, dans le nombre de vaisseaux, la croissance, la grosseur des parois, etc. Et encore une fois, on a utilisé différents milieux de croissance. Donc, un milieu sec où on étudie les racines adventives versus les racines initiales, un milieu humide et un milieu inondé. Parce qu'on sait quand l'épinette noire, quand même, la capacité à pousser dans des trouvières, par exemple, il va produire beaucoup de racines adventives dans les milieux très inondés. Donc, ça va nous permettre de déterminer qu'est-ce qui fait que ces racines-là sont produites majoritairement pour l'épinette noire. Je sais que je suis passée un peu vite, j'ai peur du carton. J'ai peur du carton rouge. Donc, le deuxième grand objectif du projet, c'était de voir l'effet de la nature de différents microcytes de plantation sur la formation du système racinaire adventif. Dans ce cas-là, on a travaillé dans des gros pots, dans des gros bacs de terre où on a récolté différents substrats, soit forestiers, soit agricoles. Ça, c'est peut-être parce que je viens de l'Abitibi, où on a beaucoup de terres en friche et où on fait beaucoup de plantations sur des terres en friche qui sont, je dirais, en friche depuis récemment, parce qu'avant, c'était toutes des forêts. Donc, on observe souvent qu'on a de la difficulté à établir même de l'épinette noire sur des friches agricoles. Puis on pense que ce serait peut-être relié aussi à la formation de racines adventives qui serait plus difficile sur friche. Donc, ici, c'est le projet que Marie Larchevêque a travaillé durant son postdoc, qui est maintenant rendu professeur sous octroi à l'UQAT aussi. Donc, dans ce projet-là, on avait 6 types de substrats. Donc, un sol argileux de friche avec foin et un sol minéral de friche agricole où il n'y avait pas de compétition. Là, ici, ça s'est développé durant l'expérience. Deuxièmement, un sol avec mousse épinacée, un sol minéral forestier, un sol forestier avec sphène et un sol forestier avec irricacé. On a utilisé des petits plants, donc des plants en cassette de 67, et on a comparé la croissance aussi avec des semis. Donc, on a planté et des plants et des semis par graines dans ces différents substrats-là. Donc, rapidement, ce que ça a donné comme résultat, premièrement, pour le taux d'apparition de racines adventives, je n'ai pas dit, ces bacs-là ont été laissés à l'extérieur sous les conditions de climat normal, ont été arrosés de temps en temps. Donc, je pourrais dire que c'était des conditions assez difficiles parce que souvent, les pots les bacs ont souvent séché. Donc, le premier résultat qui nous a un peu étonné, c'est que finalement, le taux de production de racines adventives sur 3 ans était quand même assez faible. On a eu des racines adventives qui ont été produites sur les sols de friche agricole à nu et sur les sols, les types de substrats de mousse et de sphène. Mais vous voyez que les proportions de racines sont quand même assez faibles. C'est sûr que c'est des plants de 3 ans, donc ça risque d'augmenter beaucoup avec le temps. Mais ce qui était surprenant quand même, c'est de voir que dans plusieurs types de substrats, il n'y a aucune racine qui se sont développées, surtout sur le sol minéral forestier et sur le sol agricole avec beaucoup de foin. Pour ce qui est du taux de survie, le taux de survie était supérieur en fait pour les plants que pour les semis, ce qui est un peu normal parce que des semis d'épinette noire, c'est très très petit. Et ce qu'on remarque, c'est que... Qu'est-ce qu'on remarque? Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. De toute façon, vous avez le tableau dans votre livre. Pour ce qui est de la croissance des plants, la croissance est quand même assez similaire entre les semis et avec les plants. Sauf par exemple sur sphène, où là les petits semis ont mieux performé, et sur les substrats de mousse. Alors que pour le reste des substrats, souvent c'était supérieur pour les plants. Finalement, peut-être pour vous donner une idée de d'où on est parti, donc on avait des hypothèses de départ. On pensait qu'il y aurait plus de racines adventives sur la sphène parce que c'était un milieu plus humide.
Finalement, ça ne s'est pas vérifié. Il y avait le substrat sur sphène avait des taux de production de racines adventives similaires ou inférieurs aux mocypnacées et relativement faibles. Deuxièmement, on pensait que les plus gros arbres, c'était ceux qui auraient plus de racines adventives. Ça a été partiellement vérifié. Il y avait une tendance, mais c'était non statistiquement vérifié. Finalement, on pensait que la compétition avec les uricacées et les herbacées diminuerait la quantité de racines adventives. Là, j'ai écrit partiellement vérifié parce que il y a eu seulement que 9% de racines adventives avec uricacées, mais sur sol forestier sans compétition, il n'y a pas eu de production de racines adventives du tout. Donc, par contre, sur le type de sol de friche agricole, là où il n'y avait pas de compétition, le taux de production de racines adventives était de 30%, alors qu'il n'y a pas eu aucune racine adventive de produit où il y avait beaucoup de compétition par le foin. Quatrièmement, on pensait que il y aurait plus de racines adventives chez les semis que chez les plants forestiers parce qu'ils se développent, je dirais normalement, comme des plants forêts. Ça a été non vérifié. Les taux étaient faibles pour les deux sortes de plants et étaient similaires pour les deux types d'arbres. Et finalement, on pensait qu'il y aurait moins de racines adventives de produits sur les sols agricoles qui sont plus riches que sur les sols forestiers. Et c'est l'inverse qu'on a observé. On a eu 30% de racines adventives sur sol argileux agricole par rapport à 0 sur le sol forestier, qui avait une texture plus sableuse. Donc, peut-être qu'il a été beaucoup plus sec durant la durée de l'étude. Donc, pour la troisième partie du projet, je passe la parole à Émilie. Je suis un peu petite. Donc c'est ça, moi je vais vous parler de la deuxième partie du projet qui était vraiment en forêt, où là on voulait voir, c'est ça, l'influence de la profondeur de plantation sur la formation des racines adventives et l'effet sur la croissance. Donc 2 dispositifs ont été mis en place, un à Chapé qui a été étudié par Richard Lorrain, étudiant à la maîtrise, et un autre au nord de Mistassini qui a été étudié par moi-même. Donc comme Annie vous l'a dit, pour le dispositif de Chapé, 3 types de plants ont été utilisés, standard, enfoui ou pré-enfoui. Puis on avait aussi comme fait une combinaison avec des sols organiques et des sols minéraux. Donc on a mesuré différentes variables en 2006 et en 2011. Donc la hauteur, le diamètre, le nombre de racines totales, le nombre de racines adventives, la profondeur des racines, etc. Puis en 2011, on a aussi rajouté des caractéristiques physiologiques comme la photosynthèse ou le potentiel hydrique et le ratio de carbone 13 sur carbone 12 qui nous donne un peu l'état du stress hydrique de la plante, savoir si l'arbre, finalement, s'il est bon ou pas à retenir l'eau. Donc les résultats, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'effet de la profondeur de plantation sur la hauteur des arbres après 10 ou 15 ans. On n'a pas vu non plus d'effet significatif sur la physiologie des arbres après 15 ans. Par contre, effet un petit peu inverse à ce qu'on s'attendait, ce qu'on a vu, c'est que finalement, les arbres qui étaient enfouis ou pré-enfouis avaient un diamètre significativement inférieur aux arbres qui étaient plantés au niveau du sol. Maintenant, quand on regarde le nombre de racines adventives ou la surface des racines adventives produites, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait effectivement plus de racines adventives produites quand on plantait des plants qui étaient enfouis ou pré-enfouis. Fait pas trop non plus surprenant. Ce qu'on voit, ce qu'on a vu, c'est que la surface des racines avait tendance à être, quand on plantait en sol minéral, finalement, les arbres qui s'en étaient le mieux sortis, c'était les arbres qui étaient plantés au niveau du sol. Puis quand on plantait en sol organique, on se rendait compte que finalement la surface des racines était plus élevée pour les plants qui avaient été enfouis. Donc pour conclure cette partie-là du dispositif de Chapé, ce qu'on a vu, c'est que finalement, type de sol organique ou minéral, ça n'avait pas eu d'influence sur la croissance de l'arbre ou la production de racines adventives. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que d'enfouir, de pré-enfouir les plants, ça faisait en sorte qu'ils produisaient plus de racines adventives, mais on n'a pas vu finalement d'effet bénéfique sur la croissance. Quoi qu'il en soit, juste avec ce chapitre-là, on conseillerait quand même de planter les arbres plus profonds, parce que ça pourrait, par exemple, avoir des effets positifs comme un meilleur ancrage, moins de déchaussement et peut-être une meilleure résistance à la sécheresse. Donc enfin, mon dispositif. Donc, surprise, on vous présente aussi des résultats sur l'épinette blanche. Donc, c'est ça, moi j'ai étudié l'épinette noire et l'épinette blanche.
L'épinette blanche qui, comme l'épinette noire, est capable de produire des racines adventives, donc des racines, c'est ça, sur la tige. Les objectifs étaient les mêmes, toujours savoir, y a-t-il plus de racines adventives produites si on plante plus profond, et va-t-il y avoir une influence positive ou négative sur la croissance. Donc le dispositif était là quand même relativement au nord, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ça, c'était des plants en racines nues qui ont été plantés. La moitié était de l'épinette blanche, la moitié de l'épinette noire. Et sur chacun des dispositifs, la moitié des arbres étaient plantés au niveau du sol. Et l'autre moitié était plantée à plus que 10 cm de profondeur. Donc ils étaient plantés 2 fois plus profond que dans le dispositif de chapet que je vous ai présenté précédemment. Donc, juste pour le dire, on a souvent eu des problèmes quand j'ai excavé les arbres de voir qu'en fait, en racines nues, les planteurs ont souvent tendance à ramasser les racines, faire une boule, puis planter ça. Donc, souvent, nous, quand on a regardé les racines à la fin, on a souvent eu des espèces de motons de même. Puis, ça pourrait peut-être justement aussi expliquer pourquoi on a eu beaucoup de racines adventives, comme je vais vous le présenter. Donc, ça, en 2010, on a d'abord fait un sous-échantillonnage. Donc, on a mesuré la hauteur et le diamètre de tous les arbres situés dans un quadrat de 20 mètres par 20 mètres. Puis ensuite, on a fait des moyennes, puis on a excavé environ une dizaine d'arbres. Comme moi, après j'ai analysé ces arbres-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient issus de régénération naturelle. Donc, je me suis arrangée pour avoir au moins entre 3 et 5 arbres pour chacun de mes traitements. Donc, comme on peut voir, les arbres étaient quand même relativement petits pour des arbres d'une plantation de 1993, vu qu'ils faisaient environ 1 mètre à 1 mètre 60 de haut, puis le diamètre à la base était de 2 à 3 cm. Comme vous voyez, c'est ça, les épinettes n'étaient pas très impressionnantes. Donc c'est ça, après moi j'ai sélectionné certains arbres, puis je les ai escavés. On a mesuré la hauteur, le diamètre, le nombre de racines, la profondeur d'enracinement. Donc l'excavation c'était quand même relativement facile, on prenait une pelle, on faisait tout le tour de l'arbre, puis il y avait juste à lever, puis c'est ça que j'ai ramené au laboratoire. Donc au laboratoire on a mesuré le diamètre, âge des racines, l'emplacement décollé. Donc je vous montre des exemples, comme quoi des fois le coller c'est pas si évident que ça, il ne saute pas aux yeux. Donc, comme Annie vous l'a présenté, on regarde le cœur pour savoir où est l'emplacement du collet. Là, ce qu'on voit, c'est que de manière générale, l'épinette blanche comme l'épinette noire, la majorité des racines étaient des racines adventives. Donc, 60% environ pour l'épinette blanche, 70% pour l'épinette noire. Ce qu'on voit, c'est que de manière générale, en haut, le nombre de racines, on n'a pas eu plus de racines adventives produites si on plantait plus profond. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait plus de racines qui étaient supérieures à 2 mm, donc plus de grosses racines. Puis quand on regardait la surface, donc en bas, on a vu effectivement que les racines qui étaient produites en plantant plus profond étaient plus grosses. Donc on a eu un effet positif de planter à 10-12 cm. Ensuite, quand on a regardé la distance d'enracinement, on a vu qu'en plantant au niveau du sol, les racines étaient produites quand même relativement pas loin du collet. Par contre, que quand on plantait à 10-12 cm, les racines étaient produites plus loin du collet, notamment chez l'épinette noire. Donc ensuite, on a regardé le temps nécessaire pour la production de racines adventives. Ce qu'on a vu, c'est que chez l'épinette blanche, on n'a pas vu de différence significative, mais chez l'épinette noire, les racines étaient produites plus rapidement. Les racines adventives étaient produites plus rapidement si on plantait à 10-12 cm. Puis enfin, les résultats les plus intéressants, la croissance. On a vu un effet positif chez l'épinette blanche, que ce soit pour la hauteur et pour le diamètre. Par contre, pour l'épinette noire, on a vu un effet positif seulement sur la hauteur de l'arbre. Donc, les arbres étaient plus hauts, mais ils n'étaient pas forcément plus gros. Ce qui correspond un peu au résultat qu'on a vu avant chez Chapet, là, le diamètre n'était pas positif. Donc, pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que c'est ça, pour l'épinette blanche comme l'épinette noire, le fait d'avoir enfoui à 10-12 cm, ça a eu un effet positif. Notamment chez l'épinette noire pour la production de racines adventives, et pour ce qui est de l'épinette blanche, l'effet sur la croissance était vraiment beau. Donc, nous, ce qu'on conseillerait pour ces deux espèces-là, c'est de planter plus profond, puis un gros plus profond, là, au moins 10 cm. Donc voilà, ce serait notre recommandation pour aujourd'hui. Puis j'en recommanderais une dernière, peut-être de payer les planteurs à l'heure, pour que, au lieu de faire des motons, mais qu'ils prennent ça un peu plus mieux, finalement. Donc je vous remercie beaucoup.